Ouais, je sais, faudrait que je trouve une solution pour que l'ambiance soit un peu plus colorée derrière moi. On est donc en 1934, dans une petite ville, un village pour tout vous dire, qui s'appelle Ringtown. Ce village se situe en Pennsylvanie et c'est un village assez isolé, ce qui fait que les habitants n'ont pas encore accès à la modernité. Toutes les maisons n'ont pas l'électricité ou l'eau courante par exemple. Donc avoir un téléphone là-bas, c'est plutôt mort. Je peux te dire que tu captes pas très bien la 4G. Les habitants, c'était majoritairement des Allemands qui avaient émigré en Pennsylvanie dans ce petit village. Du coup, ils avaient amené avec eux leur dialecte, mais aussi leurs croyances. Et leurs croyances étaient assez particulières, c'est qu'ils croyaient assez fortement en la sorcellerie. Là, vous vous dites sûrement, mais Aken, où est-ce que tu nous emmènes? Attendez, vous allez comprendre. Dans ce petit village, il y avait une vieille femme âgée de 63 ans, du nom de Susanna Memey. Elle habitait dans une ferme avec sa fille adoptive, qui elle s'appelait Tavila, âgée de 24 ans. Et cette vieille femme, elle a une réputation. La réputation d'être une sorcière depuis pas mal de temps. Et ce qui lui a valu cette réputation, c'est qu'en fait en 1910, elle avait un mari. Et un jour, cette vieille femme a rêvé, elle a eu une sorte de prémonition, selon ce qu'elle disait, où elle voyait son mari mourir en allant au travail à une certaine date. Son mari ne l'a pas cru, il s'est quand même rendu au travail, il a dit ouais c'est un cauchemar, t'inquiète. Et effectivement, le jour J, le mari est décédé dans l'explosion de son usine. Forcément, la nouvelle s'est répandue et les gens du coin ont commencé à penser que cette vieille femme, Susanna Memey, était la plus dangereuse de toutes les sorcières. Les gens de la région assez superstitieux ont posé des talismans devant chez eux pour protéger leur logement du mauvais sort, protéger leur culture, protéger leur ferme, les protéger en tout cas de tout ce que pourrait lancer comme sortilège cette vieille femme Susanna Memey. Les gens pensaient que sa capacité principale, c'était la capacité à lancer le mauvais œil sur les gens. Et du coup, derrière, il leur arriverait plein de malheurs. Les gens étaient tellement superstitieux que tous les malheurs qui pouvaient arriver dans la région, que ce soit des mauvaises récoltes, un décès, vraiment tout ce qui pouvait arriver de négatif, ils l'incubaient à la vieille femme en disant que c'était sa faute parce qu'elle avait jeté un sort. Et donc si on revient à l'année où il va se passer quelque chose, en 1934, là on est vraiment au maximum de l'animosité des gens envers la vieille femme. Et Susanna Memey et sa fille adoptive étaient au fait de l'animosité que leur portaient les gens du coin. Du coup, elles avaient décidé de s'exclure un peu de la société pour se protéger. Elles ont décidé de rester cloîtrées chez elles pour préserver leur vie, ça semble logique. Et le 17 mars, la vieille femme s'occupait d'un homme qu'elle hébergeait, et comme beaucoup de sorcières, pratiquant la guérison, elle le soignait parce qu'il s'était gravement blessé. Cet homme s'appelait Jacob Rice, et au moment où tout a un peu basculé, il était en train de se faire changer un pansement par la vieille femme. Là, il y a un bruit sourd qui a fait voler à la fenêtre du salon du logis en éclats, et il y a un vent fort qui a fait que la flamme de la bougie qui éclairait la pièce s'est éteinte. Tout le monde était maintenant dans l'obscurité, et il y a eu un autre bruit, un peu similaire au premier, qui a retenti dans la pièce. Là, les habitants de la maison ont reconnu ce que c'était une détonation de pistolet. Tout le monde s'est jeté sur le plancher, ils se sont mis à couvert pour se protéger, c'est normal. Jacob essayait un peu de gérer la situation, il essayait de jeter des petits coups d'œil, voir s'il y avait quelqu'un, s'il y avait quelque chose, pour assurer la protection des personnes qui l'hébergeaient. La fille adoptive, elle, était paniquée, elle pleurait à chaudes larmes. Mettez-vous à sa place, c'est compréhensible. Jacob, pendant qu'il jetait un petit coup d'œil, il voit qu'il y a une sorte de silhouette allongée sur le sol, et il comprend tout de suite, malheureusement, ce qui s'est passé. Il comprend que la femme qui s'occupait de lui, Susanna Memey, était décédée. Elle avait pris le coup de feu. Jacob jette un petit coup d'œil sur le terrain et il ne voit personne. Il se dit que la personne qui a attaqué la ferme est partie. Jacob et Tavila quittent le lieu et vont chercher de l'aide. En tout cas, ils vont chez quelqu'un d'autre qui a un téléphone pour pouvoir appeler la police. Oui, je sais, je vous ai dit qu'avoir un téléphone c'était compliqué, mais il y en avait quand même qui avaient. De quoi? Pas forcément dans la ville de Ringtown, mais dans d'autres villes avoisinantes, qui étaient un peu plus développées. La police est donc prévenue, et c'est un détective qui est appelé sur les lieux pour investiguer la scène de crime. Il s'appelle Louis Buono, et il avait plutôt bonne réputation, la réputation d'avoir la capacité à résoudre les crimes, un peu à la manière d'un Sherlock Holmes. Il est allé voir la scène de crime, le corps de la vieille femme était toujours sur le plancher, et les premières conclusions de notre détective, c'est que la femme a été abattue par un coup de pistolet, la balle a atteint le cœur de la jeune femme, a traversé son corps et s'est logé dans un mur. Il a retrouvé la balle, et cette balle était assez particulière. C'était pas une balle classique, si on peut dire, une balle de revolver qu'on pourrait acheter dans un commerce. Pas en France, mais vous avez compris. C'était une balle qui avait été fabriquée à la main. Une balle particulière dédiée à tuer tout ce qui est démon, sorcière, vous voyez. C'était des balles qu'on gravait, qu'on essayait un petit peu d'enchanter justement pour se défendre contre les démons.
Luis Bono a interrogé les deux témoins de la scène, la fille adoptive et Jacob. Il les écarte de la liste des suspects, mais ce qu'il apprend au cours de ces petits interrogatoires, c'est que la vieille femme s'était querellée avec des voisins. Le détective se dit peut-être qu'on a des suspects parmi eux. Il les interroge également et il se rend compte que personne n'avait vraiment tenu rigueur de ces querelles, ça s'était plutôt arrangé, donc aucun vrai mobile concernant l'assassinat de la vieille sorcière. Il y aurait juste un homme qui pourrait être suspect parce qu'il a menacé de mort la vieille femme. Néanmoins, après que le détective l'a interrogé, il se trouve qu'il avait un alibi solide qui faisait que ça ne pouvait pas être lui. Le détective, il patine un petit peu du coup dans cette affaire. Il n'a pas forcément de suspect, il galère un petit peu, mais il a une certitude. Il sait précisément que le tueur vient de Ringtown ou de ses alentours. Pourquoi? Parce qu'il pense que par rapport à la balle qu'il a trouvée, la fameuse balle un peu spéciale pour les sorcières, les démons, le tueur est forcément quelqu'un qui connaît la vieille femme, donc qui est forcément dans les alentours, qui a entendu parler de sa réputation. Il a donc noté dans un petit carnet tous les noms des personnes qui pouvaient en vouloir à la vieille femme, et était persuadé que le nom de la personne qu'il avait assassinée était dans ce petit carnet. Au cours de son enquête, il apprend qu'un homme, Paul Stuffer, possédait une arme qui pouvait tirer le type de balle qui a tué la sorcière, et que selon ses dires, il était maudit par elle. Donc on aurait potentiellement un mobile et l'arme du crime. Peut-être même notre meurtrier alors. Le détective s'est rendu chez lui, et en arrivant chez lui, il a été assez surpris parce que devant la maison, il y avait une grosse barre en argent qui empêchait un peu l'accès. Et en fait, c'était une barre en argent pour empêcher que des sortilèges puissent attaquer la maison. Paul Stuffer était pas très coopératif vis-à-vis de l'enquête. Il refusait de laisser entrer le détective pour qu'il puisse investiguer un peu la maison, faire son enquête tranquillement. Du coup, on pourrait avoir quelques suspicions à son encontre. Le détective fait donc arrêter l'homme et il obtient un mandat. Pendant que l'homme était arrêté, il a dit « Tout le monde sait que je la déteste, elle a maudit mon bétail se sauvait, il mourait, il attrapait des maladies. J'ai bien un pistolet qui pourrait tirer ces fameuses balles magiques, mais ce n'est pas moi, même si j'aurais bien aimé. » Le détective, il revient avec un mandat de perquisition, il fouille la maison et effectivement, il trouve l'arme en question. Il procède à une expertise balistique pour voir si la balle a été tirée par le pistolet. Je rentre pas dans les détails, mais cette expertise indique clairement qu'il n'y a pas de concordance. Cette arme n'a pas été utilisée pour ce crime. Et là, pour la première fois quasiment de sa carrière, le détective se dit « Je suis dans une impasse. Je ne suis pas sûr de pouvoir résoudre cette affaire. » Il marchait donc un peu dans le village de Ringtown, il essayait de réfléchir, de rassembler un peu tous les indices qu'il avait eu en sa possession. Et là, par chance ou par hasard, il tombe devant une grange, et juste devant cette grange, il y avait un moule qui avait été servi pour créer des balles. Le détective a regardé un petit peu avec attention, il se trouve que les tailles des balles qu'on pouvait faire avec ce moule correspondaient exactement à la taille de la balle qui avait tué la vieille sorcière. Luis Bono se renseigne un petit peu sur le propriétaire de cet endroit, et il semblerait que ça appartienne à un jeune homme de 24 ans, Albert Chinsky, qui accusait, lui aussi, la vieille femme de lui avoir jeté un sort. Mais pas n'importe quel sortilège, une malédiction. Luis Bono fait donc arrêter cet homme pour l'interroger, en savoir un peu plus, et déjà cet homme présente un comportement assez particulier. Il ne s'aventure jamais au rez-de-chaussée de sa maison. Pourquoi? Parce que c'est assez chelou comme comportement. Il dit que la vieille femme a envoyé des démons chez lui et que ces démons hantent le rez-de-chaussée. Du coup, il a dû trouver de nouvelles issues pour passer directement de l'extérieur à l'étage. En plus de ça, pendant qu'il est arrêté, le jeune homme semble assez excité de raconter son histoire. Il dit qu'il est allé voir plein de personnes spécialisées, des guérisseurs, d'autres sorciers, d'autres sorcières, pour enlever le mauvais œil qui avait été lancé par la vieille femme décédée, et que aucun n'avait réussi à l'aider, sauf un qui lui a dit que le seul moyen pour se libérer de cette malédiction, c'était de tuer la personne qui lui avait jeté, en soi tuer la vieille femme. Mais pas de n'importe quelle manière, avec une fameuse balle spécialisée en ce sens, une balle un peu magique. Le policier qui était en train de l'arrêter a dit « Bah du coup c'est vous, c'est limite un aveu ». Et là le mec répond que non. Il sort un alibi, il dit qu'il était à un autre endroit avec sa compagne. Quelques minutes plus tard, un pistolet est retrouvé dans les buissons à côté de son domicile. C'était un pistolet qui n'appartenait pas directement à Albert Chinsky mais par un employé d'une mine qui était à côté. Et cet homme, ce mineur, a dit qu'il avait effectivement prêté l'arme à Albert Chinsky. Là, le suspect principal dans cette affaire du coup, ce Albert, il sent que ça commence à être un peu moisi pour lui, du coup il dit effectivement, le soir du meurtre, je me suis rendu à côté de la maison, mais je l'ai pas tué. Mais là son histoire va commencer un peu à puer parce que les policiers ils ont du mal à le croire, ils se disent attends, il y a 10 minutes il nous dit qu'il était pas là, maintenant il nous dit qu'il était là, du coup ils disent mais pourquoi vous y êtes allé? Et là il va dire, et là on peut encore dire qu'il
il avoue ce qu'il a fait, il dit j'étais allé là-bas pour la tuer. Là les policiers sont choqués, ils disent soit il a un problème au cerveau et il sait pas ce qu'il fait, soit il est fier de ce qu'il a fait, mais il est en train d'avouer son crime, enfin il se rend pas compte qu'il est en train d'avouer, clairement. Et en plus il avoue pas avec des remords, il avoue ça comme s'il en était plutôt fier. Et du coup, voyant que les policiers sont assez surpris, Albert Chinsky, pensant que ça va peut-être le dédouaner, décide de raconter son histoire, le petit problème qu'il a avec cette vieille femme. Il raconte qu'il y a 7 ans, quand il avait 17 ans, il travaillait pour un agriculteur qui était voisin de la vieille femme. L'agriculteur et Susanna Mamie se querellaient concernant à la délimitation des terrains. Vous voyez, le querelle de voisinage un peu classique, qu'on peut voir dans des reportages ou ce genre de choses où on te dit non mais ça c'est sur mon terrain, ça c'est à moi, toi ça s'arrête là, moi ça s'arrête là. Vous voyez un petit peu le délire. Et du coup lui, Albert Chinsky, il travaillait pour cet agriculteur. Et à un moment donné, alors qu'il s'occupait des terres de l'agriculteur, il s'est retrouvé sur le terrain de la vieille femme. Là, la sorcière est apparue et elle le regardait fixement, avec un air un peu méchant, en mode elle était pas contente qu'il soit là quoi. Albert Chinsky a vu la vieille femme et tout d'un coup il s'est senti pris d'une sorte de malaise, il avait des sueurs froides et il a senti comme 2 mains invisibles se poser sur ses épaules, appuyer très fort et pouf, disparu. Ça l'a épuisé, il sait pas pourquoi, il s'est senti totalement vide de toutes ses forces et du coup il a demandé à pouvoir prendre le reste de sa journée. Et c'est une fois qu'il a mis les pieds chez lui que son calvaire a commencé. Il commençait à voir des choses étranges, il voyait un chat qui se tenait devant sa fenêtre qui lui crachait dessus. Mais voilà, il le menaçait, il était tourmenté par plein de choses comme ça, des choses un peu qu'on pourrait qualifier de paranormales. Il voyait des créatures, et tout justement ces mots, ces trucs qui lui arrivaient, il en a conclu que c'était la faute de la vieille femme, que la vieille femme lui avait jeté un sort. Il avait l'impression parfois de se faire attaquer par des monstres, ça le faisait tomber au sol, ça le griffait, ça lui faisait mal. De jour en jour, il perdait ses forces, il ne pouvait plus forcément travailler comme il le voulait. À un moment donné, il travaillait à la mine, il a dû arrêter parce qu'il n'avait plus assez de force. Il voulait travailler en tant que chauffeur, sa vue commençait à diminuer, du coup il n'a pas pu. Vous voyez, il lui arrivait plein de galères. Et tout ça, il disait que c'était la faute de la vieille femme. Il a consulté des guérisseurs, des personnes un peu spécialisées dans le domaine. Et donc, il y en a un qui lui a dit « Frérot, tu veux te débarrasser de tout ce qui t'arrive, va la tuer. Et pas n'importe comment, avec une balle magique que tu fais toi-même. » À de nombreuses reprises, Albert Chinsky est allé devant la maison de Susanna Mamie pour la tuer, sauf que dès qu'il s'en rapprochait, les effets un peu indésirables qu'il avait dans son corps, enfin les visions, ce genre de choses, s'intensifiaient. Du coup, il allait pour la tuer, et une fois qu'il était sur place, il en était incapable. Il s'est donc dit, si quand je me rapproche de chez elle, je me sens pas bien, peut-être qu'en m'en éloignant, ça ira mieux. Il décide donc de passer quelques jours loin de la ville de Ringtown, et malheureusement pour lui, ce qu'il subit ne s'arrête pas. Ça dure, et à un moment donné, il en peut plus. Il se dit donc, ce soir, le 17 mars, c'est le grand soir. Il va donc sur le terrain de la vieille femme, armé d'un pistolet, de sa fameuse balle magique. Il s'est rendu donc sur le terrain de la vieille femme et il a attendu le moment le plus propice pour l'assassiner. Il a commis le crime, ça, on n'en doute pas, mais ce qu'il nous dit, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il dit qu'il n'a retenu aucun plaisir de ça. Il n'a pas tué la vieille femme par plaisir. Ce qu'il dit néanmoins, c'est qu'une fois qu'il a tué la vieille femme, lui se sentait beaucoup mieux. Comme si la malédiction, si malédiction il y avait disparu. En plus de ça, son meurtre, il voit ça comme une libération pour lui, mais aussi pour le village. Ils se disent que je fais, c'est pas un crime, c'est un travail d'intérêt général. Et c'est sur ça qu'il termine son petit récit. Il l'a conclu en disant que il ne pouvait rien faire d'autre, il était ensorcelé, fallait qu'il y mette un terme. Il ajoute aussi, je sais pas ce qui va m'arriver, mais la chaise électrique, si jamais je suis condamné à mort, ce sera rien du tout à côté de tout ce que j'ai vécu. Pour le détective Louis Bueno, il se dit, frérot, t'es cuit. Mais il y a un truc qui va l'interpeller, c'est que lui a assisté à l'enterrement de la vieille femme, et après l'enterrement, il est allé interroger la compagne de Albert Chinsky. Cette femme du nom de Selina Bernstel a confirmé tout ce qu'a raconté son compagnon, et elle le croyait. Elle croyait effectivement que la vieille femme avait lancé une malédiction sur son mec. Elle dit même qu'elle aussi a vécu, en partie, ce que son compagnon avait vécu. La vision de démons, le chat un peu maléfique, ce genre de choses. Elle dit même qu'une fois que le meurtre avait été fait, Albert Chinsky avait radicalement changé. Au fur et à mesure du temps, il était devenu malheureux, triste, il avait perdu du poids, il se sentait pas bien, et dès que le meurtre avait été fait et qu'il est rentré chez lui, il était totalement heureux, apaisé, il se sentait enfin libre. Et elle a remarqué ça alors qu'elle n'était pas au courant en soi que la femme avait été assassinée. Et Selina s'est pas dit, je vais lui demander qu'est-ce qui lui arrive pour qu'il soit aussi heureux. Elle était tellement heureuse de voir que son compagnon était bien dans sa peau qu'elle ne l'a pas questionné sur le sujet. Elle n'a pas dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est aussi fou dans cette affaire, c'est que une fois que l'affaire a été
un peu déclaré, que les choses se savaient, on savait que c'était Alberchinsky qui avait tué la vieille femme, et que la nouvelle s'est un peu répandue, les gens ne le voyaient pas comme un assassin. Ils n'étaient pas là à dire « Mon Dieu, il y avait un tueur parmi nous » quoi que ce soit. Pas du tout. Ce qu'ils se sont dit, c'est que c'est génial. Ce mec est un héros. De par son acte, il a libéré toute la ville. Ses habitants étaient reconnaissants à son égard, et tellement reconnaissants qu'ils ont décidé de rassembler des fonds pour payer ses frais de justice. Et Alberchinsky, lui, il avait aucun tabou à raconter ce qui s'était passé. Il le racontait totalement tranquillement. Pour lui, il avait rien fait de mal. D'ailleurs, il était plutôt optimiste quant au résultat de son procès. Il pensait qu'il allait en sortir tranquillement. Il y croyait tellement que Célina, qui voulait se marier avec lui, voulait presser les choses, se marier avec lui en prison, lui disait « Tranquille, on a le temps, on va se marier quand je sortirai ». Et là, je sais que vous vous dites « Ouais, mais il va être emprisonné ou il va être condamné à mort, ça va jamais se faire. » Calmos, calmos, vous allez voir, cette histoire ne finit pas forcément comme on peut s'y attendre. Vient le procès d'Alberchinsky. Procès plutôt tranquille, parce que Alberchinsky, lui, il ne veut pas aller dans le sens de son avocat qui lui conseille de plaider une aliénation mentale. Pour Albert, lui, il est en paix, et il dit « Non, je suis pas fou, tout va bien. J'ai commis ce crime en âme et conscience. » Et ça, forcément, le juge, ça l'arrange. Il se dit « Bon, le mec est pas fou, il avoue son crime, on va vite régler cette affaire. » Il se dit également « La chaise électrique, c'est pour lui. » Mais sauf qu'il y a un petit couac dans le truc, c'est qu'il y a des psychologues qui vont interroger Albert et ils vont montrer des résultats assez atypiques. Ils vont dire qu'ils ont reconnu les signes d'une démence précoce. Du coup, il ne faut pas l'emprisonner, il ne faut pas le condamner à mort. Ce qu'il faut faire, c'est l'interner. Et c'est ce qui est fait. Alberchinsky est envoyé dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital psychiatrique de Fairview, qui a pas du tout bonne réputation. Au point que les gens disent que si tu rentres dans cet endroit et que t'es sain d'esprit, t'en ressors, t'es fou. Les années passent, les années passent, les années passent. Célina Bernstein, celle qui était tant amoureuse de Alberchinsky, se marie avec un autre homme, et ce héros, Alberchinsky, héros pour la population locale, est oublié. Donc ça valait le coup de faire ce genre de choses pour être comme un héros et finalement être oublié plutôt rapidement. Et là on fait un bond dans le temps, en 1968, un autre avocat qui avait appris un petit peu cette histoire, décide de se replonger dans l'affaire. Il a demandé à ce que Alberchinsky soit réexaminé par des psychiatres. Alberchinsky lui il s'en foutait, il était en paix, il se dit ok allons-y. Et là, un autre résultat ressort par rapport à sa première analyse, c'est que là, il est sain d'esprit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on va pas dire, ok, tu sors de l'hôpital psychiatrique, tu vas en prison, on te fait une condamnation à mort. Il est libéré. En 1976, il sort de l'hôpital psychiatrique de Fairview. Et ce qui est très fou, c'est qu'on lui a reposé des questions vis-à-vis de cette affaire, notamment s'il croyait toujours dans la sorcellerie, et sa mentalité a pas mal changé. Ce qu'il dit à ça, c'est que c'était un jeune homme stupide, il était à l'époque superstitieux, du coup il se dit que oui, il a fait une bêtise, mais qu'il pense que il a été assez puni. Il a fait son séjour dans l'hôpital psychiatrique, c'est bon, on oublie. Il a donc été libéré, il est retourné vivre dans la ville, ça c'est assez glauque quand même, où tout s'est passé, la ville de Ringtown. Là-bas, il a vécu tranquillement jusqu'à sa mort en 1983. C'est là que se conclut cette histoire, alors on ne sait pas ce qu'est devenu la fille adoptive de la vieille sorcière, ce qu'est devenu l'homme qui était en train de se faire guérir, ça on n'en a aucune idée. Mais en tout cas, c'était une affaire assez intéressante, assez folle aussi, c'est pour ça que je voulais vous la raconter. Robert Durst est né le 12 avril 1943 dans une famille composée d'un père, d'une mère et de 4 enfants. Il avait 3 frères et sœurs, et avec l'un d'entre eux, du nom de Douglas, va vivre une rivalité fraternelle. Robert Durst a eu une enfance plutôt classique, la famille était très aisée, parce que le grand-père qui était de Basin Tyler a migré aux États-Unis et a commencé à développer des investissements immobiliers qui l'ont enrichi. Ce grand-père a créé une entreprise, la Durst Organization. Le père a repris la direction de l'entreprise familiale et c'est quelque chose qui se transmettait de père en fils. La jeunesse de Robert Durst a été marquée par un événement tragique. Sa mère a fait une chute fatale. Effectivement, à l'âge de 7 ans, Robert Durst dit qu'il a vu par la fenêtre sa mère tomber du toit de la maison. Son frère Douglas, avec qui il avait une rivalité, va nous confesser plus tard qu'apparemment Robert Durst n'aurait jamais assisté à cet événement. Bien sûr, un événement comme ça traumatise un enfant. Et en 1953, alors que le jeune Robert avait 10 ans, on lui a diagnostiqué une personnalité en décomposition et une possible schizophrénie. Robert Durst a une scolarité un peu particulière, il était décrit comme quelqu'un de très solitaire, et pendant son parcours universitaire dans le domaine de l'économie, il va rencontrer une femme, Suzanne Berman.
Cette femme est importante dans l'histoire. Robert Durst va arrêter ses études pour travailler dans l'entreprise familiale, mais c'est son frère, Douglas, qui va être choisi pour être mis à la tête de cette entreprise. Ça va créer un fossé entre Robert Durst et sa famille et il va poursuivre sa vie seul de son côté sans avoir plus de contact que ça avec le reste de sa famille. C'est à partir de 1971 que la vie de Robert Durst va prendre une tournure macabre. Il va rencontrer une femme, Kathleen McCormack, étudiante en médecine. Ils vont avoir plusieurs rendez-vous amoureux. Robert Durst va même l'inviter dans sa maison dans le Vermont. Mais le père de Robert Durst lui a mis la pression pour qu'il revienne dans l'état de New York pour qu'il puisse travailler dans l'entreprise familiale. Robert Durst et Kathleen McCormack s'exécutent, ils reviennent à New York, à Manhattan, où ils se marient le 12 avril 1973. Petite anecdote, c'était le jour où Robert Durst fêtait ses 30 ans. Je vous ai dit que c'était à partir de ce moment-là que la vie de Robert Durst allait prendre une tournure macabre. Effectivement, sa femme a disparu. Kathleen McCormack allait bientôt être diplômée de ses études de médecine. Elle voulait devenir pédiatre et quelques mois avant d'obtenir son diplôme, elle a été vue pour la dernière fois le 31 janvier de l'année 1982. C'est là qu'elle a été vue pour la dernière fois par une autre personne que Robert Durst, parce que vous vous en doutez, ça va être lui le principal suspect dans cette affaire. Et effectivement, Kathleen McCormack s'était présentée à une soirée organisée par une de ses amies, Gilberte Najami, dans l'état du Connecticut. L'hôte de la soirée, Gilberte, a remarqué que son amie, Kathleen McCormack, agissait étrangement. Elle semblait très énervée et était habillée d'un jogging rouge alors qu'elle était habituée à porter des vêtements de meilleure qualité, beaucoup plus classe, notamment des robes de soirée. Kathleen McCormack a quitté la soirée pour se rendre dans la maison maritale, celle qu'elle occupait avec Robert Durst, dans l'état de New York. Apparemment, elle aurait reçu un appel de son mari, Robert, qui lui disait qu'il fallait qu'elle rentre absolument. Apparemment, ce soir-là, le couple s'est disputé et ils se sont même battus, ils en sont venus aux mains. Selon ce que dit Robert Durst, parce que souvenez-vous, c'est la dernière personne à l'avoir vue en vie, il l'aurait mise, après cette dispute, dans un train en direction de Manhattan pour qu'elle rejoigne leur appartement. Je vous l'ai déjà dit, Robert Durst était quelqu'un d'assez aisé, du coup c'est pas étonnant qu'il ait plusieurs logements. Après avoir déposé sa femme à la gare, Robert Durst a dit que lui il était parti prendre un verre avec un ami et qu'il a ensuite parlé à sa femme au téléphone une fois qu'elle était arrivée à leur appartement. Normalement, Kathleen McCormack devait rendre visite à Gilberte Najami à Manhattan, sauf que là problème, elle ne se présente jamais au rendez-vous. Gilberte commence à s'inquiéter et elle avertit plusieurs fois la police de l'absence de son ami. Quelques jours plus tard, Robert Durst appelle la police et remplit un document attestant que sa femme a disparu. Des personnes se trouvant dans l'immeuble où résidait le couple Durst ont attesté avoir vu Kathleen McCormack le 1er février, donc le lendemain de sa supposée disparition, à l'appartement de Manhattan. Néanmoins, quelques doutes subsistent. Ils pensent l'avoir vue. Ils n'en sont pas certains parce qu'elle se trouvait à une certaine distance, du coup ils se disent qu'il y a éventuellement un doute possible. Et je vous dirai à la fin de cette histoire des petits détails qui font que tout aurait pu basculer beaucoup plus vite. Parce que les dires de certaines personnes peuvent éventuellement être totalement faux. Ce qui a mis un peu la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est que Kathleen McCormack a été admise 3 semaines auparavant dans un hôpital parce qu'elle avait des ecchymoses au visage. Elle aurait confessé à un ami que son mari l'avait battue et qu'il ne voulait pas payer les charges pour qu'elle puisse être soignée. On n'a pas affaire à quelqu'un de très sympathique visiblement. Kathleen McCormack avait demandé le divorce et demandé une sorte de pension de 250 000 $. Robert Durst avait eu une réaction instantanée. Il avait bloqué la carte de crédit de Kathleen, il avait enlevé son nom du compte joint, donc la théorie qu'on pourrait avoir à ce moment-là, c'est qu'il aurait tué sa femme pour éviter d'avoir un divorce trop coûteux. En plus de ça, au moment de la disparition de Kathleen McCormack, Robert Durst avait une maîtresse du nom de Prudence Faro. Voulant faire bonne figure, Robert Durst a indiqué offrir une récompense à quiconque pourrait retrouver sa femme de 100 000 $. On pourrait croire effectivement, si on n'est pas du tout intéressé par l'affaire, que l'homme va absolument retrouver sa femme. Mais quelques jours plus tard, il a réduit cette récompense, mais vraiment de beaucoup. On est passé à une récompense de 100 000 $ à 15 000 $. Et seulement 3 semaines après que la disparition de Kathleen McCormack ait été signalée, le concierge de l'immeuble à Manhattan où vivait le couple a trouvé dans la benne à ordures de l'immeuble les éléments personnels de la femme qui a disparu. Les proches de Kathleen, à l'annonce de sa disparition, ont pensé qu'elle avait juste fui son mari, un mari violent. Ils se sont donc précipités dans une petite maison que la famille McCormack possédait
en espérant la trouver, mais malheureusement, elle ne s'y trouvait pas et aucun signe n'indiquait qu'elle était passée par là. Les lettres n'avaient pas été touchées, vraiment aucun signe de passage. En tout cas, du passage de Kathleen McCormack, parce que la petite maison avait été saccagée et les affaires de Kathleen jetées, une nouvelle fois. L'enquête de la police a mené aux informations que je vous ai déjà évoquées, que c'est bien Robert Durst qui a vu et parlé pour la dernière fois à sa femme, mais Robert Durst va dire d'autres choses en plus qui vont ajouter un petit peu d'éléments à l'enquête en cours. Le 4 février, donc 3 jours après la disparition de Kathleen McCormack, Robert Durst dit que sa femme avait appelé le 1er février son université pour dire qu'elle serait malade et donc absente. La police a quand même du mal à y croire. Pourquoi ? Parce que à chaque fois les versions de Robert Durst sont contradictoires. Ou il ajoute par exemple des nouveaux éléments, il donne pas sa version directement d'un coup. Il alimente l'enquête vraiment au fur et à mesure, petit détail par petit détail. C'est seulement 8 ans après la disparition de Kathleen McCormack que Robert Durst a demandé un divorce en clamant que sa femme l'a abandonné. Effectivement, pour le moment, on ne sait pas qu'elle est morte. L'enquête sur la disparition de Kathleen McCormack avait été fermée, faute de preuves, mais elle a été réouverte en 1999, assez silencieusement, ce qui a fait que les enquêteurs ont fermé l'ancienne résidence de Robert Durst pour essayer de trouver des indices. Il va y avoir des éléments qui vont se passer bien plus tard, mais on va d'abord parler d'un deuxième meurtre exécuté par Robert Durst. Je vous avais parlé d'une femme un peu plus tôt, qu'il a rencontrée pendant ses études, Susan Berman. C'était une amie de Robert Durst, qui clamait l'innocence de son amie en public suite à la disparition de sa femme. Elle était la fille d'un homme, David Berman, qui était membre d'une organisation de crime organisé. Et c'est le 24 décembre 2000 qu'on va retrouver son corps inanimé chez elle. Et il n'y a aucun doute possible sur le fait qu'elle ait été assassinée. C'est ses voisins qui ont appelé la police, voyant que sa porte arrière était ouverte et que ses 3 chiens s'étaient enfuis. Elle vivait à Los Angeles en Californie, et 3 jours après, la police de Beverly Hills a reçu une lettre ayant pour contenu l'adresse de Susan Berman et un mot qui est bien significatif, le mot cadavre. La police sait que Robert Durst se trouvait au nord de la Californie 3 jours avant le crime et qu'il a pris un vol de San Francisco vers New York la nuit juste avant que le cadavre de son ami soit découvert. L'enquête des policiers a montré que Susan Berman avait reçu 50 000 $ en 2 fois, c'est-à-dire 25 000 et 25 000, de la part de son ami Robert Durst. Robert Durst a bien confirmé qu'il lui a fait un prêt de 25 000 $. Il a également envoyé une déposition que Susan Berman avait faite quand elle avait été interrogée sur la disparition de Kathleen McCormack. Et après cela, Robert Durst a refusé catégoriquement de répondre à d'autres questions sur cette affaire. Il va dire bien plus tard, en 2005, que son amie l'avait appelé peu de temps avant d'être assassinée. Elle disait, selon ce qu'il dit, que la police voulait l'interroger par rapport à la disparition de sa femme et qu'elle avait rendez-vous. Sauf que les enquêtes ont montré que la police n'a jamais fait cet appel et qu'aucun rendez-vous n'était prévu pour rencontrer Susan Berman. Vous voyez un petit peu ce que je vous disais qui rajoute des petites informations en plus, mais bien après, c'est que le meurtre a eu lieu le 24 décembre 2000 et après il rajoute cette petite information qui pourrait avoir son importance en 2005. Pourquoi ne pas le dire directement en 2000 quand il est interrogé? Mystère. En plus, en termes de date, ça correspond à peu près au moment où la police a réouvert l'enquête sur la disparition de sa femme. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de se camoufler, d'avoir une sorte de vie de fugitif, et pour ne pas être embêté par des journalistes ou par la police, il décide de se déguiser en femme pour passer toujours totalement inaperçu. Bien sûr, vous vous en doutez, parce que c'est le sujet de la vidéo, vous vous doutez forcément que Robert Durst a tué sa femme et Susan Berman. Mais à l'époque, on n'en savait rien du tout, on n'avait que des théories, mais aucune preuve vraiment factuelle. Pour en finir sur le cas de Susan Berman, une personne du nom de Cathy Scott qui a écrit une biographie sur Susan Berman indique dans son ouvrage que pour elle, Robert Durst a assassiné Susan Berman parce qu'elle en savait trop concernant la disparition de sa femme Kathleen McCormack. Effectivement, ce serait un mobile totalement plausible. Petite théorie annexe à la vidéo, on pourrait se dire clairement, vu qu'en plus il y a des paiements qui ont été faits de Robert Durst à Susan Berman, c'est que peut-être que Susan Berman était au courant effectivement et qu'elle lui faisait du chantage, en lui disant tu me donnes tant d'argent et je dis rien, et que ça posait problème forcément à Robert Durst qui a décidé du coup de l'assassiner. Le 9 octobre 2001, Robert Durst a été arrêté à Galveston après qu'on ait retrouvé des membres du corps d'un homme du nom de Maurice Black. Ces membres ont été retrouvés flottant dans la baie de Galveston, plutôt glauque. Il a été libéré sous caution de 300 000 $ le lendemain, somme qu'il a payée, et il devait se rendre au tribunal le 16 octobre. Sauf qu'il ne s'est pas présenté du tout. Un avis de recherche est lancé à son encontre et c'est le 30 novembre qu'on va l'arrêter. On va le surprendre en train de faire du vol à l'étalage dans une petite supérette
où il cherchait à voler des pansements, un journal et un sandwich. Et ce qui était assez fou, c'est qu'il cherche à faire du vol à l'étalage, alors qu'il avait dans sa poche 500 $. De quoi largement payer ce qu'il voulait voler. Je pense, après toutes les informations qu'on a par rapport à l'argent et Robert Durst, qu'il était plutôt radin. La police a aussi fouillé sa voiture et ils ont trouvé des éléments assez particuliers. Ils ont trouvé qu'il avait un sac avec 37 000 $ en cash, de quoi repartir et essayer de rebâtir une nouvelle vie, 2 pistolets, de la drogue, le permis de conduire de Maurice Black, de quoi faire un lien direct avec l'assassinat, et des indications pour se rendre au domicile de Gilberte Najami, l'amie de sa femme qui a disparu, Kathleen McCormack. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu vouloir faire chez elle? Je pense que vous et moi nous avons plutôt une réponse plausible, l'assassiner. Les policiers ont également découvert que Robert Durst avait pour passe-temps de stalker son frère Douglas. Rappelez-vous, le frère avec qui il avait une sorte de rivalité. Il rôdait dans l'allée où il y avait sa maison, arme à la main. Plutôt inquiétant, non? Là, il est bien arrêté, surveillé, du coup il ne peut plus s'enfuir, et vient donc son procès. Son avocat clame la légitime défense concernant l'assassinat de Maurice Black, disant que Maurice Black et Robert Durst ont eu une confrontation, que Maurice Black se serait saisi de l'arme de Robert Durst, l'aurait menacé, les deux hommes se seraient battus, ils auraient tous deux lutté, et le coup de feu serait parti, tuant sur le coup Maurice Black. Robert Durst, ensuite à l'aide d'un couteau de cuisine, de 2 scies et d'une hache, aurait démembré le corps de Maurice Black avant de le jeter dans la baie de Galveston. Quelque chose de fou par rapport à cette histoire, c'est que la tête de Maurice Black, elle, n'a jamais été retrouvée. On ne sait pas ce que Robert Durst en aurait fait. Et il ne nous le dit pas en tout cas. C'était un procès assez compliqué, surtout pour les avocats de Robert Durst, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à communiquer avec lui. Il ne parlait pas beaucoup. Un psychiatre a examiné le cas de Robert Durst, et il en a conclu que l'homme serait atteint du syndrome d'Asperger, et a conclu que toute sa vie était compatible avec ce syndrome. Et du coup, ses avocats ont dit que c'était parce qu'il avait ce syndrome qu'il agissait de telle ou telle manière pendant le procès. Malheureusement, faute de preuves, Robert Durst est acquitté, en date du 11 novembre 2003. Un an plus tard, le 21 décembre 2004, Robert Durst plaide coupable pour ne pas avoir respecté ses convocations au tribunal et pour aussi avoir masqué des preuves, notamment sur le fait qu'il ait découpé le corps de Maurice Black. Il a été condamné à 3 ans de prison et il a pu être libéré sur parole le 15 juillet 2005 sous certaines conditions. Il devait rester proche de son domicile, il devait demander la permission pour voyager. Bien sûr, au tribunal, il a dit ok, je vais respecter tout ça, mais il n'en a rien fait. Il a fait un petit voyage non autorisé, là où l'assassinat de Maurice Black s'était passé. Après avoir visité le lieu du meurtre de Maurice Black, il a décidé d'aller faire un petit tour au centre commercial du coin. Sauf que là, pas de bol. Pendant qu'il fait ses petites courses, il tombe sur la juge qui l'avait condamné. Le mec n'a pas de chance du tout. Là, pour le coup, c'est vraiment pas de bol. Il a été renvoyé en prison et a été relibéré sur parole le 1er mars 2016. Maintenant, on fait un bond dans le temps, avec ce qui a permis de l'arrêter, si on peut dire définitivement, et de le condamner pour tout ce qu'il a fait. Début 2015, HBO décide de faire un reportage consacré à l'histoire de Robert Durst. Il y a plusieurs interviews, les journalistes le mettent en face de preuves qui sont quand même assez accablantes pour mettre un peu en difficulté Robert Durst pendant l'interview. L'interview prend fin, Robert Durst, après l'interview, décide d'aller aux toilettes, se rafraîchir, faire ses besoins, peu importe, mais un détail, et vraiment un tout petit détail, va tout changer. Pendant l'interview, il avait un micro, un peu un micro-cravate qu'il avait sur lui. Il est parti avec aux toilettes, et le canal du micro était toujours ouvert. On a donc pu entendre tout ce qu'il a dit. Et ça, je vous laisse le découvrir, et vous allez entendre une voix vraiment très creepy. There it is. You're caught. You're right, of course. But you can't imagine. First, I don't know what's in the house. Oh, I want this. Insist. Listen. I'm having difficulty with the question. What the hell did I do? Kill them all, of course. Là, on a un aveu clair et précis qui va permettre d'arrêter enfin et avec des preuves tangibles Robert Durst. Et quelle a été la sentence donnée à Robert Durst? Eh bien pour le moment, on ne sait pas encore. Certes,
il est incarcéré et mis sous surveillance, mais du fait de la pandémie qu'on connaît tous actuellement, son procès est sans cesse décalé, du coup on ne connaît pas encore sa sentence entre guillemets officielle. Et voici donc l'histoire de Robert Durst. Alors j'ai beaucoup vulgarisé l'histoire pour que ce soit le plus compréhensible possible parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Là je vous ai raconté uniquement 3 meurtres qu'il aurait commis, on peut supposer qu'il en a fait beaucoup plus. Effectivement, des liens avec d'autres disparitions ont été faits où il serait suspecté d'être coupable de ces disparitions et du coup peut-être de meurtre d'autres personnes que celles que je vous ai citées dans la vidéo. Après il y a plusieurs petits détails qui sont venus bien après justement certains faits. Par exemple, la famille de Kathleen McCormack, la femme de Robert Durst qui avait disparu et qu'il a du coup très probablement assassiné, ont demandé à ce que leur fille soit déclarée morte et eux sont persuadés que c'est bien Robert Durst qui l'a assassiné. Ils ont d'ailleurs demandé des dommages et intérêts à hauteur de 100 millions de dollars en disant que c'est lui qui l'avait tué et qui en plus de ça, ne retrouvant pas le corps de leur fille, il leur aurait privé du droit de l'enterrer. Et d'ailleurs, bien qu'il ait avoué avec le micro pendant le fameux reportage, en août 2019, la sœur de Kathleen McCormack a accusé Robert Durst d'avoir assassiné sa femme. On avait éventuellement les preuves avec le fameux micro qui avait été mis pour le reportage. Sauf que, vu qu'il s'est passé énormément de temps, sa demande a été rejetée. Et vous voyez, cette affaire-là, l'affaire Robert Durst, regorge de plein de petites anecdotes de ce style-là. Notre homme est né en 1883, à Cologne, dans une famille nombreuse où il avait pas moins de 12 frères et sœurs. Il a vécu dans un climat assez particulier et pas mal de membres de la famille, notamment ses frères, ont connu une carrière un peu similaire à la sienne parce qu'on retrouve parmi ses frères pas mal d'assassins. On peut expliquer ça notamment à son environnement familial parce que son père, c'était un homme ivre, violent. À de nombreuses reprises, il a abusé des sœurs de Peter Kurtens et d'ailleurs ça lui a valu 1 an de prison, ce qui n'est pas très cher payé. Déjà très jeune, Peter Kurten, comme beaucoup de tueurs en série, a commencé à pratiquer des actes plutôt atroces sur des êtres vivants. Il n'a pas commencé sur des humains, il a commencé sur des animaux. Il les torturait et il les assassinait. Là c'est déjà chaud, ça sent très bon pour la suite. Il s'est ensuite redirigé vers une carrière de criminel plus standard. Il détroussait des passants et il volait les caisses des entreprises pour lesquelles il faisait des petits boulots. Selon ce que Peter Kurten a avoué, quand il a témoigné qu'il a été arrêté, il dit qu'il a commis son premier meurtre à l'âge de 9 ans. Il aurait poussé un de ses camarades de classe dans un fleuve et ce camarade, ne sachant pas nager, se serait noyé. Il aurait fait un peu de prison pour ça et une fois qu'il serait sorti de prison, pour fêter sa remise en liberté, il n'a pas fait une grosse soirée, il s'est pas dit je me fais un bon repas, il s'est dit je vais remettre le couvert. Il a emmené une jeune fille dans les bois et il a essayé de la tuer en l'étranglant. Fort heureusement, la jeune fille n'est pas morte suite à cette agression. Elle est allée se plaindre à son père a voulu confronter Peter Kurten, mais notre futur tueur, qu'est-ce qu'il a fait? Fidèle à lui-même, il l'a accueilli avec un revolver et il lui a tiré 9 fois dessus. Fort heureusement, aucune balle ne l'a touché et ça a valu encore 2 ans de prison au jeune homme. Pendant qu'il était en prison, il a réfléchi à plusieurs choses qu'il pourrait faire en sortant. Il a pensé à faire dérailler un train pour créer un accident, donner des bonbons empoisonnés à la sortie d'une école, incendier un hôpital ou encore éventrer une femme enceinte. Éventrer, ça veut dire assassiner quelqu'un en lui déchirant le ventre avec un couteau. C'est très sale, n'est-ce pas? Faut être sacrément taré pour avoir ce genre d'idée quand t'es petit. Un peu plus tard, il est tombé amoureux d'une jeune femme. Cette jeune femme a dit qu'elle n'était pas intéressée, et comme tout le monde le ferait, en réponse, Peter Kurten lui a jeté une hache à la tête. Je pense pas que tout le monde ferait ça. Fort heureusement, elle n'a rien eu, et Peter Kurten est retourné en prison encore une fois. En 1904, il a été libéré, et après cela, il s'est pas dit je vais me remettre dans le droit chemin. Il se dit pas ça m'a servi de leçon. Bien sûr que non. Ce qu'il se dit, lui, c'est qu'il va continuer sa carrière criminelle, mais cette fois-ci pas du côté des meurtres directs, mais en faisant tout simplement des incendies criminels. Il s'est une nouvelle fois fait arrêter, et là il a été emprisonné pendant 7 ans. Et quand il est sorti, encore une fois, il n'a pas changé de mentalité. On est le 25 mai 1913, et là, Peter Kurten s'en prend à un jeune enfant, une petite fille qui avait 9 ans. Il l'a tuée en l'étranglant dans une chambre d'hôtel, et après cela, il s'est mêlé aux différents clients qu'il y avait dans l'établissement pour assister à la découverte de son crime. C'était vraiment un plaisir très malsain qu'il avait. Et là, il a eu un surkiff supplémentaire, c'est que quelqu'un a été accusé pour ce meurtre. Et c'est pas lui. Et c'est ça qui l'a fait kiffer. La personne qui a été accusée, c'était l'oncle de la jeune fille décédée. Lui, il a été accusé parce que il s'était embrouillé avec la jeune fille la veille en disant qu'il allait la tuer. Bon, l'homme a été relâché 2 ans plus tard parce qu'il n'était pas coupable,
Mais quand même, vous voyez à quel point ce Peter Kürten était quelqu'un d'assez peu fréquentable. Et encore, là je suppose que vous ne voyez pas encore pourquoi on l'appelait le vampire de Düsseldorf. On va y venir un peu après. N'ayant pas été accusé et emprisonné pour le meurtre de la jeune fille, Kürten était encore en liberté. Et là, est-ce qu'il s'est dit je vais faire profil bas? Mais non, c'est mal connaître notre ami. Enfin notre ami, c'est pas notre pote. Hein. Il s'est introduit dans une chambre où plusieurs femmes logeaient et il a essayé de les étrangler jusqu'à la mort. Heureusement, il n'a pas réussi, et ça commençait à le saouler un petit peu, tu vois, de faire des agressions, mais ça n'allait pas jusqu'au bout, tu vois, qu'il n'arrive pas à tuer les gens. Il avait réussi avec la jeune fille, mais les autres, ils galéraient un peu. Et il s'est découvert un nouveau plaisir, le plaisir du sang. Et pour pouvoir combler ce plaisir, il s'est procuré une hache. Une hache pour se rendre dans des parcs et agresser des gens, comme ça, sans raison apparente, hein. Il attaquait vraiment n'importe qui, juste pour leur couper un membre, parce que lui, ce qui kiffait par-dessus tout, c'était voir du sang jaillir d'un membre du corps. Tu vois, il coupait un bras, t'avais du sang qui coulait, il kiffait. Bon, attaquer des gens dans un parc, au bout d'un moment, tu peux te faire gauler. Effectivement, c'est vrai. Je vous le dis, peut-être que vous ne le saviez pas, mais quand tu fais des crimes, t'as un risque plutôt élevé de te faire attraper par la police et d'être condamné. Et bah pour Peter Kürten, ça a été le cas pour ses crimes dans les parcs. Il a été condamné une nouvelle fois à 7 ans de prison. Sauf que là, ces 7 ans lui ont servi à quelque chose. Ça lui a servi à éviter de partir au front pendant la Première Guerre mondiale. Après, je sais pas si ça aurait été une très bonne idée d'envoyer un mec comme ça sur le front. Il aurait été capable de tuer ses alliés. C'est donc en 1921 qu'il est libéré. Et là, notre ami retombe amoureux. Il tombe amoureux d'une jeune femme et il la demande en mariage. La jeune femme, comme la première, lui dit non. Et là, il va faire un move assez atypique. Hein. Il va dire, il n'y a pas de nom qui tienne. Tu vas me dire oui, sinon je te tue. Voilà, vous avez la technique imparable si jamais une femme ne veut pas sortir avec vous. Vous lui sortez ça et après direct vous êtes en couple. C'est faux, ne le faites pas. C'est une blague. Stop, calme-toi, calme-toi. Range ton couteau. Et ce qui est surprenant, c'est que après ça, pendant 5-6 ans, bah, il a rien fait. Enfin rien fait de connu. On saurait peut-être lui attribuer quelques crimes, mais on n'en est pas forcément certain à 100%. Donc on pourrait dire que ça l'a un peu assagi. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que le 3 février 1929, Peter Kürten, il s'est remis au boulot. Ce jour-là, dans une rue, une femme, qui porte le nom d'Apollonia Kuhn, a été agressée dans une rue. Elle a été agressée sauvagement parce qu'elle a reçu une vingtaine de coups de ciseaux. Fort heureusement, elle n'en est pas décédée, mais ça s'est passé tellement rapidement qu'elle n'a pas pu voir qui l'avait agressée. Vous savez qui c'est. 10 jours plus tard, un homme est décédé à cause du même type d'agression, des coups de ciseaux. Son nom c'était Rudolf Schier, et les policiers qui ont enquêté sur la scène du crime là où il y avait son corps, ont remarqué un truc de dégueulasse. Et c'est là que Peter Kürten va hériter de son nom du vampire de Düsseldorf. C'est que cet homme, la victime, Rudolf, avait des trous au niveau des tempes. Et ce qui a été remarqué par les enquêteurs, c'est que quelqu'un avait aspiré le sang qui coulait par les tempes. Il y avait une sorte de trace de suçon, et du coup, ça laissait supposer que quelqu'un avait bu le sang de la victime, par cet orifice. Est-ce que le malaise commence à s'installer petit à petit chez vous? Moi oui. Plus tard encore, le 10 mars, là c'est le corps d'un enfant qu'on découvre. Ce corps présentait les mêmes caractéristiques que celui de Rudolf Schier, et les policiers, là ils se disent quelque chose de logique, ils disent tiens, on a peut-être affaire à un seul et même meurtrier. Sauf que ce qui leur pose un peu problème, c'est que les victimes n'ont aucun point commun entre elles. Vous voyez, on a la jeune femme qui a survécu, on a Rudolf Schier, un homme, et là un enfant. On n'a pas de victime privilégiée, ce qui est assez embêtant pour établir un profil. Du coup, l'enquête sur ce fameux tueur n'avance que très lentement. Et après ces 2 premiers meurtres, pendant les 10 mois qui ont suivi, plusieurs femmes se sont plaintes à la police, disant qu'elles avaient été agressées par un homme qui leur donnait des coups de ciseaux et qu'elles avaient été laissées là pour mortes parce qu'elles s'étaient évanouies. Après, il y avait un problème aussi à cette époque-là, c'est qu'il y a plein de victimes qui n'ont pas déposé plainte parce qu'elles se sentaient honteuses de s'être fait avoir par un homme qui les suivait bêtement comme ça dans un parc par exemple. En juillet 1929, Kürten a agressé 2 femmes, sauf que là la police était en patrouille dans le quartier et ça a permis en soi de sauver les jeunes victimes, qui du coup n'ont pas été assassinés parce que Kürten a eu peur de se faire choper, il s'est enfui. La police a eu un suspect à un moment donné, ils l'ont arrêté, c'était pas du tout Peter Kürten, c'était un autre homme du nom de Johann Strausberg. La police l'a arrêté parce que cet homme s'est attribué les meurtres de Peter Kürten. Forcément des agressions comme ça faisait parler, du coup il y en a qui étaient un peu en recherche de célébrités macabres vous en conviendrez, et du coup il s'attribuait ces meurtres là alors qu'il n'en était pas du tout les auteurs. C'est pour ça qu'on a eu cet homme là qui s'est attribué les meurtres, mais c'est un débile mental, les policiers ne l'ont pas cru, et il y a eu d'autres hommes comme ça qui sont venus voir la police en disant frérot c'est moi. Un mois plus tard, en août 1929, il y a eu un autre meurtre, celui de Maria Anne. Celui-là a été un peu différent parce que la victime a été étranglée avant d'être poignardée.
Peter Kürten a enterré son corps et il a commencé à jouer un peu avec la police, un peu à la manière d'un Jack l'Éventreur. Il a envoyé un mot au policier et en fait dans ce mot, il indiquait qu'il avait commis un meurtre et où trouver le corps. La police avait barricadé le périmètre quand ils ont découvert le corps, là où il avait été indiqué. Ils ont remarqué quelque chose d'étonnant qui aurait pu résoudre l'affaire très rapidement peut-être, c'est qu'ils ont vu un homme qui les observait avec une longue vue. Sauf que quand ils ont voulu l'interpeller, l'homme avait pris la fuite. Encore une fois, à l'image du meurtre de la jeune fille dans l'hôtel, vous vous rappelez, Peter Kürten aime assister aux découvertes de son crime. Donc c'est pas surprenant que ce soit lui et qui se trouve à ce moment-là. Ce qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'à chaque fois que la police découvre un cadavre, lui, il était pas trop loin à observer. Ça, on ne sait pas trop. Ce mois d'août pour Peter Kürten, il a été super prolifique. Il a vraiment commis énormément d'agressions, notamment une nuit précise, celle du 21 août, où Peter Kürten s'est rendu à une fête foraine et en l'espace de seulement 2 heures, il a poignardé 2 femmes et un homme. Assez rapide, hein. Les personnes agressées cette nuit-là ne sont pas décédées, mais il y avait tellement de monde qu'ils n'ont pas pu donner une réelle description de leur agresseur. 3 jours plus tard, le 24 août, le vampire de Düsseldorf attaque 2 enfants, un âgé de 5 ans, l'autre de 14. Pour ce faire, il les a manipulés, il a dit à l'enfant le plus âgé d'aller lui chercher du tabac. Et pendant que l'enfant était parti pour accéder à sa requête, Peter Kürten a égorgé le plus jeune des enfants, et une fois que l'autre est revenu, il l'a égorgé à son tour. Pour la police, à ce moment-là, c'en est trop. Ils se disent on a un homme qui s'en prend à n'importe qui, même des enfants, il a vraiment zéro morale, il a même une morale négative. Du coup, ils se disent demandons de l'aide à la population. Ils proposent une récompense pour toute information utile à la capture de Peter Kürten, bien qu'ils ne savent pas encore qui il est. Le 25 août, Peter Kürten tente de poignarder encore quelqu'un d'autre. Sauf que pendant cette agression-là, le couteau qu'il utilisait s'est brisé. Mais il est plein de ressources. Du coup, ce qu'il a fait plus tard, quand la femme s'est enfuie, c'est agresser quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci avec un marteau. Là, vous vous doutez bien qu'en Allemagne, c'est la terreur partout. Ils se disent, à n'importe quel moment, tu croises le mec, il te tue. Et pour pallier justement cette terreur, la police décide de renforcer la sécurité dans les rues allemandes. Mais malheureusement, pour le moment, ça ne suffit pas à arrêter le tueur qui rôde. Mais vous inquiétez pas, il va bien se faire arrêter à un moment donné. D'ailleurs, le 14 mai 1930, une femme du nom de Maria Budlik a été dérangée par un homme un peu trop insistant. Là, un autre homme est intervenu pour la sortir de cette mauvaise situation. Donc là, on se dit plutôt cool. En plus, l'homme qui venait de la secourir était élégant. Il avait l'air de bonne famille, un peu noble. Du coup, elle a accepté d'aller boire un petit verre chez l'homme qui venait de la sauver. Je dis pas encore son nom, mais je pense que vous avez capté de qui on parlait. L'homme, il lui a sorti quelques disquettes, il essaye de la pécho, mais à un moment donné, il se lève, alors qu'il prenait tranquillement un petit verre, et il la chope à la gorge. Et là, du coup, l'homme qui était Peter Kürten pense à quelque chose. Il se dit, attends, je vais pas la tuer chez moi. Admettons, je me foire, parce que je me suis déjà foiré, elle saura dire où j'habite. Du coup, il la relâche et il dit, est-ce que vous saurez dire où j'habite? Là, la femme lui répond que non, et il la laisse partir. Cette femme, qui a du coup croisé le chemin de ce vampire de Düsseldorf, décide de ne pas porter plainte, mais elle parle quand même de cette aventure assez glauque à quelqu'un qu'elle connaît bien. Une amie du nom de Madame Bruckner. Sauf que, il se passe quelque chose qui va pas aller dans le sens de Peter Kürten du tout, qui en plus de ça est dû au hasard, c'est qu'en fait, le facteur qui devait poster la fameuse lettre, il l'a pas posté à la bonne personne. Il l'a posté chez quelqu'un d'autre, qui a ouvert la lettre, qui l'a lu, et elle a reconnu que l'homme dont il était question dans la lettre était le vampire de Düsseldorf, et elle a donc contacté la police pour leur en parler. Celle qui a envoyé la lettre, Maria Budlik, a été contactée par la police pour qu'on lui pose quelques questions. La police se dit enfin, on va peut-être mettre la main sur un tueur qui nous échappe depuis un peu de temps quand même. Et le petit détail aussi qui allait pas dans la faveur de Peter Kürten, c'est qu'elle lui a dit qu'elle ne se souvenait pas du tout où il habitait, alors qu'en fait, elle s'en souvenait très bien. Du coup, la police a pu intervenir chez notre homme. Sauf qu'il y a quelque chose qui cette fois-ci n'allait pas dans le sens de la police, c'est que Peter Kürten n'était pas chez lui à ce moment-là, quand la police a débarqué. Il était en train de rentrer chez lui sur le trajet, du coup, il a vu que la police était devant chez lui et qu'ils allaient pénétrer dans son logement. Donc ça lui a permis de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir. Vu qu'il y avait des effets personnels chez Peter Kürten, ils ont pu obtenir son identité. Donc là, ils savaient qui était l'homme. Et forcément, quand tu recherches quelqu'un en sachant qui tu recherches, c'est plus simple. Ils ont regardé un petit peu son casier judiciaire et ils ont vu que le mec, enfin, vous avez vu le début de l'histoire, bah, il en était pas à son coup d'essai quoi, il avait un truc bien chargé. Peter Kürten, bon, il se rend compte qu'il est foutu. Mais il est marié, vous vous en rappelez. Marié avec une femme que lui, il aimait. Même s'il lui a imposé ce mariage, il l'aimait. Et pour assurer un peu son avenir,
Le 23 mai 1930, il lui a donné rendez-vous et lui a dit « Écoute, le vampire de Düsseldorf, c'est moi. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Pour que tu gagnes masse de moulin, c'est toi qui vas me dénoncer. Comme ça, tu auras la récompense pour les informations que tu auras données. » Ce qui se dit, c'est que Peter Kürten va attendre devant une église quelque part et sa femme devra dire au policier où il se trouve. C'est ce qui se passe et le lendemain, Peter Kürten est bien appréhendé par la police. Enfin, c'est le 1er avril 1931 que le procès se déroule et déjà Peter Kürten, à l'image de sa carrière criminelle, il est un peu vantard. Il dit « Vous vous rappelez, il y a un meurtre où vous avez accusé des gens, vous les avez condamnés à mort, la sentence a été exécutée donc ils sont morts. Bah en fait c'était moi. » Au total, il avoue une 50aine de meurtres, alors qu'en réalité 16 lui sont officiellement attribués. Personnellement, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi les autres ne lui ont pas été attribués, peut-être manque de preuves. Ses avocats ont essayé de plaider la démence, classique, sauf que les juges, par rapport à son comportement, ont dit que Peter Kürten était totalement sain d'esprit et conscient de ses actes. Finalement, c'est une condamnation à mort par guillotine qui lui a été attribuée, et j'avais parlé d'une de ses phrases un peu connues qu'il a dit dans une précédente vidéo. C'était une vidéo où je parlais de site internet creepy, et le site en question, c'était un site où on pouvait voir les dernières paroles des condamnés. Et justement, il y avait sa dernière parole à lui qui était « J'espère que je pourrai entendre le sang jaillir de mon corps ». Le mec adorait faire couler le sang chez les autres, et même faire couler le sang de son propre corps, ça l'intéressait. C'est assez incroyable. Cette mise à mort a donc sonné la fin du vampire de Düsseldorf. Vous connaissez maintenant son histoire, vous voyez qu'il a un parcours très glauque, très macabre. Il a eu beaucoup de meurtres qui ont réussi, mais aussi pas mal de ratés. Et les psychologues se sont un peu intéressés à son cas pendant son procès. Tout simplement parce qu'ils devaient voir s'il était effectivement sain d'esprit ou totalement dément. Et ce que les psychologues en ont conclu par rapport à lui, c'est que c'était un homme très sadique, et qu'on pourrait avoir une sorte de supposition, c'est que le fait que certains de ses meurtres foirent, c'était volontaire. Parce que lui, ce qu'il trouvait encore mieux que tuer les gens, c'était de voir la détresse de ces mêmes personnes. Donc limite, ça le faisait plus kiffer de voir les gens s'enfuir que de les tuer. En fait, ce qui le fascinait, c'était le sang et la peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se mêlait aux personnes qui découvraient ses crimes pour entendre les gens qui disaient « Mon Dieu, c'est horrible, oh là là, ça fait peur », ce genre de choses, vous voyez. Dernière petite anecdote glauque avant de conclure la vidéo. Peter Kürten a assassiné une enfant âgée de 5 ans. Il lui a mis 36 coups de poignard. Sauf que lui, il n'était pas satisfait du meurtre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit à la mère de la victime pour lui dire et lui raconter. Ça a fait totalement perdre la raison à la mère, qui a dû être admise dans une clinique pour prendre en charge ses problèmes psychiatriques. C'est incroyable, il a réussi à causer une démence chez quelqu'un. Et je pense qu'effectivement, si le tueur de ton enfant t'envoie une lettre pour te dire « Je l'ai tué, mais franchement, j'étais déçu », je pense pas que t'en ressors très bien. Les amis, on en a fini pour cette histoire, sur l'histoire du vampire de Düsseldorf. C'était une histoire, je trouve, très glauque, très intéressante. C'est pas un tueur qui a vraiment manipulé toute une population, c'est pas le plus intelligent, mais je pense que c'est clairement un des plus sadiques et une des histoires les plus glauques qu'on a vues sur la chaîne.